Votre casse-couille activé. 1, 2, 1, 2. Pour les nourrir, ça. Ouais, allez. Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo flore aquatique. On est désolé, ce dimanche-ci on n'a pas pu mettre de vidéo, on a eu des petits soucis techniques. Donc on va vous mettre quelques extraits en accéléré pour que vous compreniez un petit peu la chose. On avait fait un petit clin d'œil sur la boule à poisson rouge qu'il fallait pas faire. Et on a fait une petite déco en fait, tout simplement un petit hardscape destiné à un bêta, puisque cette boule fait une quinzaine de litres, donc elle peut accueillir un petit bêta. Donc bon, après ces quelques images, aujourd'hui on va parler des bêtas. Alors bêta, il y a pas mal d'espèces, donc là on va prendre l'espèce la plus connue, la plus classique et reconnue dans le monde entier en fait, le bêta splendens, qui est un poisson originaire d'Asie du Sud-Est. Plus précisément de Thaïlande et du Myanmar. On le retrouve aussi un petit peu aux alentours, au Vietnam, etc., au Cambodge, jusqu'en Indonésie. Et il a été aussi introduit, alors plus ou moins volontairement, dans pas mal de pays, comme la Colombie. Enfin, je ne vais pas tous vous les citer parce que je ne les ai plus en tête. Mais il y a eu pas mal d'introductions, y compris aux US. Alors ce sont des petites populations éparses, on va dire, mais qui sont présentes. Alors on n'en a pas en France, et puis tant mieux. Ça sert à rien d'introduire des poissons comme ça dans la nature et qui prennent la place d'autres poissons tout simplement. Alors donc j'avais fait ce petit décor. Donc pour vous montrer un exemple, maintenant il faut savoir que c'est un poisson qui peut sauter et la boule n'a pas de couvercle. Donc si vous faites ça, essayez de mettre un petit quelque chose pour couvrir, bien entendu en verre, de manière à ce que la lumière puisse passer. Mais sachez que c'est tout à fait possible et envisageable et ça marche très bien. Alors, comme je vous ai dit, c'est un petit poisson qui vient principalement de Thaïlande. Donc c'est son pays vraiment d'origine, on va dire. Il faut savoir que donc dans la forme sauvage, on a des poissons qui sont plutôt ternes, avec des nageoires courtes, très peu de coloration en fait, c'est des légères variations. Par contre, effectivement, il y a eu des mutations et on s'en est servi pour faire des poissons qu'on a aujourd'hui. Donc des longues nageoires, parfois effilées, pas mal de belles couleurs, des reflets parfois métalliques aussi. Les plus gros élevages se trouvent en Thaïlande, mais aussi un petit peu au Vietnam. Donc ce sont des élevages assez importants, avec différentes qualités de poissons. Nous en Europe, on a des poissons de qualité moyenne à correcte, on va dire, mais il faut savoir qu'en Thaïlande, par exemple, vous avez des marchés vraiment spécialisés avec des sélections qui sont tout simplement hallucinantes, des poissons qui sont vendus à l'unité ou en couple à des prix prohibitifs. D'ailleurs, ce sont beaucoup de collectionneurs, parce que là on parle à ce niveau-là de collectionneurs thaïlandais, mais aussi japonais, taïwanais, qui viennent carrément en Thaïlande pour acheter ces poissons. Donc nous, on hérite un petit peu de sous-sélection, tout simplement parce que en Europe, en fait, on n'a pas de personnes suffisamment passionnées pour mettre vraiment le prix dans ces genres de poissons. Et en plus, bon, les éleveurs préfèrent se les réserver pour les marchés locaux que les marchés internationaux. Mais on pourrait effectivement en avoir. Malheureusement, nos bourses, on n'est pas forcément prêt à mettre 200 ou 300 € juste pour un poisson en fait. Donc le bêta splendens, c'est un poisson qui fait 4 à 5 cm, qui a une durée de vie à peu près de 5 ans. On l'appelle le combattant du Siam. Pourquoi? Parce que c'est un poisson assez caractériel. En temps normal, c'est un poisson qui est assez paisible, légèrement territorial, mais il y a un problème, c'est qu'il ne supporte pas ses congénères, notamment d'autres mâles. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Ils se battent entre eux et ils peuvent se battre jusqu'à la mort. Les femelles sont un peu plus tolérées, mais ça se passe pas toujours correctement. Donc ce sont vraiment des poissons qui sont plutôt solitaires. Ça vit dans des zones peu profondes, genre des rizières, des petits marais ou des petits fossés en fait. Il faut pas beaucoup de courant, une eau très calme.
Et à la saison sèche, tous ces environnements-là ont tendance à, enfin l'eau a tendance à s'évaporer, à se réduire sous forme de trous d'eau ou de flaques. Et le poisson arrive à subsister là-dedans. Comment il fait? Tout simplement parce que c'est un poisson qui a ce qu'on appelle un labyrinthe, c'est-à-dire un genre de, enfin c'est une vessie natatoire, un espèce de réseau, oui, dans la vessie natatoire qui permet de capter l'oxygène de l'air et donc qui leur permet de respirer. Tout simplement. Donc quand les eaux sont trop chaudes, pauvres en oxygène, le poisson vient tout simplement en surface, piper l'air, on appelle ça piper, hein. En fait il vient collecter l'air, remplir sa vessie natatoire, et enfin son labyrinthe, hein, on va plutôt appeler ça comme ça. Il va donc puiser l'oxygène dans ce labyrinthe, ça lui permet de subsister. Ces poissons vivent dans une température, on va dire optimale, entre 24 et 28 degrés. Ça peut descendre à 19 degrés, une température classique de pièce, mais par contre si on veut de la reproduction, ça va être aux alentours de 26-28. On va éviter de dépasser les 30-31 degrés, ou si on le fait vraiment de manière très occasionnelle. Les élevages en Asie, c'est pas très joli à voir en fait. On a la partie qu'on voit dans les magasins, dans des petits volumes de 1 à 3 litres, où les poissons sont séparés les uns des autres pour éviter qu'ils se combattent. Et on met aussi des feuillets de séparation pour éviter qu'ils se voient et donc qui se chamaillent à distance en fait, hein. Par contre ils sont enlevés dans des petites bouteilles, souvent des petites bouteilles de whisky de moins d'1 litre, où on change l'eau tous les jours, voire tous les 2 jours, on les nourrit vite fait et ils se débrouillent comme ça. Comme ce sont des poissons peu nageurs qui sont qui se déplacent très peu parce qu'à cause de leurs nageoires qui sont hypertrophiées, etc. Ce sont des conditions, on va dire, pas très belle à voir, mais qui leur convient, hein. Il n'y a pas forcément de la mortalité en fait dans ce genre d'élevage, ça va très bien et ça leur permet de produire de jolis poissons. Maintenant, éthiquement parlant, c'est pas très joli. Donc nous, en Europe en tout cas, on préfère dire qu'un volume d'élevage pour un bêta, ça va tourner entre 15 et 20 litres. Si vous avez un bêta avec de longues nageoires, il est handicapé par la nage, pour nager on va dire, donc il va très peu se déplacer, donc 15 litres, voire peut-être même 10 litres ça suffit. Si c'est un bêta avec des nageoires courtes, là il va être mobile, on va préférer au moins 20 litres. Ce qu'on fait en termes de maintenance, on maintient les poissons individuellement. On ne met pas 2 mâles parce que là ça marchera jamais, ou un mâle et une femelle dans le même bac parce qu'il risque d'y avoir des conflits. On va faire aquarium individuel comme j'ai fait là par exemple. Donc là j'ai mis un mâle crown tail et sa femelle. Je vous montre un petit peu comment ça se passe. Donc en maintenance pure, on va filtrer l'eau, ça va éviter de faire des changements réguliers, ça permet d'avoir un aquarium à peu près autonome. Mais comme j'ai fait par exemple ici, vous avez une filtration par exhausteur et il y a tendance à y avoir une agitation à la surface de l'eau. Cette agitation n'est pas du tout favorable à la reproduction. Donc si on veut faire de la reproduction, on va maintenir de l'eau à 26-28 degrés et on va virer tout simplement les filtrations. Hein, il faut pas d'agitation en surface. Donc on les enlève, si j'arrive à défaire la ventouse, tac, là c'est pareil. Vous allez me dire, dans ces conditions, qu'est-ce qui se passe? Les filtres ne fonctionnent plus, l'eau n'est plus recyclée. Alors, oui, c'est le cas. Il faut savoir que votre bêta, en fait, n'a pas besoin de beaucoup s'alimenter. On lui donne une petite portion très légère tous les jours, ça suffit largement. Si on leur donne plus, évidemment, il va en laisser de côté, ça va polluer l'eau. À ce titre-là, je vous conseille de mettre un petit planorbe dans votre volume. Lui, il va se contenter de manger les excès de nourriture ou les déchets qui sont largués. Si on fait vraiment un aquarium d'élevage brut, on fait comme j'ai fait ici en fait, hein, pas de sol, une petite mousse, une petite cerato, quelque chose, ou voire un petit limnobium en plante de surface. Si vous voulez faire un joli décor, comme j'ai fait sur la boule, où vous faites un petit bac planté avec du sol technique ou du sol neutre, ça n'a pas d'importance. Par contre, il faut une dureté de l'eau entre 5 et 20. Pas plus. Vous faites ce que bon vous semble, hein. Ce sont des poissons très faciles à élever, qui sont tolérants dans beaucoup de domaines, donc là il n'y a pas de souci. Une fois que vous avez fait votre bac, donc vous le laissez tourner tranquille, vous changez l'eau, alors plus le volume est important, plus il y a d'inertie, vous changez l'eau, si c'est un petit volume, tous les 3 jours, une partie de l'eau, hein, bien entendu, en prenant soin de siphonner les déchets au fond, et puis si c'est un plus grand volume, toutes les semaines ou tous les 15 jours, hein.
De toute façon, votre bêta vous le dira, hein, si les nageoires serrées et toujours collées en surface, ça ne va pas bouger, c'est qu'il y a un problème. Hein. Par contre, s'il est dynamique, il n'y a pas de souci, c'est que tout va bien. Lorsqu'on veut donc faire la reproduction, on va lui présenter la femelle. On ne met pas du tout la femelle dans le bac directement. Si vous faites ça, le mâle n'a pas l'habitude de voir la femelle et vous avez une chance sur 2 pour qu'il la tue, tout simplement. Là, par exemple, j'ai mis un séparateur. Les poissons ne se voient pas. Donc, pour présenter les poissons, j'enlève le séparateur. Alors bon, le mâle a déjà l'habitude de la femelle, donc il ne va pas vous faire une belle parade ou une crise d'énervement, mais en fait, il va prendre l'habitude de la voir et elle aussi va prendre l'habitude de le voir. Qu'est-ce qui va se passer chez la femelle? Elle va maturer. Elle va gonfler tout simplement, hein, les œufs vont être présents, l'orifice urogénital va commencer à sortir. Le mâle, lui, va entamer sa parade. C'est-à-dire qu'il va étirer toutes ses nageoires, il va faire le beau, il va aller un petit peu draguer la femelle, hein, tout simplement. Mais aussi, il va commencer à construire son nid de bulle. Donc quand on voit que la femelle est bien ronde, bien prête, et que le mâle est en train de construire son nid de bulle, on va introduire la femelle dans le bac. Donc le mâle va alterner entre parade et construction du nid de bulle. D'accord ? Le nid de bulle va faire à peu près, quand il sera fini, hein, un diamètre à peu près aux alentours de 8 cm et une épaisseur de bulle à peu près de 2 cm. Donc ça va être un édifice assez conséquent, mais par contre fragile. Hein. On évite d'agiter la surface, de faire un peu le bazar, sinon on détruit le nid de bulle. Une fois que tout est fait, il faut que la femelle ait vraiment envie de voir le mâle. Si la femelle refuse le mâle et que vous l'introduisez dedans, le mâle va mal le prendre et va certainement harceler la femelle, voire la tuer. Donc c'est pas le but du jeu, il faut vraiment faire une présentation et attendre que les deux partenaires soient prêts pour les introduire. Une fois que tout est réuni, en fait le mâle va enlacer la femelle et va y avoir une reproduction, une ponte. Une fois que la ponte est faite, la femelle se laisse tomber sur le fond, les œufs avec. Le mâle récupère directement les œufs et va les mettre dans le nid de bulle. Ils le font plusieurs fois, hein, donc ils pondent et remettent les œufs, ils pondent, remettent les œufs. Et une fois que tout ça c'est fait, il faut absolument virer la femelle parce qu'elle va certainement s'attaquer aux œufs. Et le mâle, lui, il va passer en mode protection de nid de bulle et il va harceler la femelle. Donc il faut absolument enlever la femelle. Les œufs vont mettre à peu près 24 heures pour éclore. Une fois qu'ils ont éclos, les alevins vont rester encore un petit peu dans le nid de bulle. À peu près, faut compter à peu près 36 heures. Et puis ils vont commencer à être en nage libre. Donc ils vont sortir du nid de bulle et vont se déplacer. À ce moment-là, il faut enlever le mâle parce que lui aussi peut vriller et peut manger les petits. Voilà, là le mâle il fait un petit peu d'intimidation à la femelle. Alors, l'intimidation, ça se passe comment? Il déploie ses nageoires et il écarte ses ouïes. Donc voilà, là il essaye de faire le beau. On le voit nettement sur le... Et la femelle se laisse pas démonter non plus. Ça fait partie un petit peu des parades et des protocoles d'intimidation. D'ailleurs, la présentation, ça peut durer 15 jours, 3 semaines. Hein. Ça dépend des couples. Il y en a, ça se passe très vite en quelques jours, mais des fois, ça dure relativement longtemps. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est que ces alevins, quand ils naissent, sont très petits, donc il faut les nourrir avec ce qu'on appelle des infusoires. Dès qu'on a le nid de bulle qui est fait, enfin la ponte qui a été réalisée, on va mettre un petit peu de récit à floutance en surface, ou un petit bout de salade par exemple qui a été blanchi à la vapeur. Grâce à ça vont se développer des petits micro-organismes qu'on appelle infusoires qui vont permettre de nourrir les alevins. Il va se passer un petit laps de temps, ces alevins vont grossir et on va pouvoir commencer à les nourrir avec des nauplies d'artémia. Après, effectivement, au fur et à mesure du temps, on va pouvoir les sevrer en leur donnant une alimentation à base de petites poudres ou de paillettes. Donc là, après, ils vont faire leur vie, tout simplement. Une ponte, c'est à peu près 10 à 40 œufs. Je pense avoir fait le tour de la reproduction. Donc en termes de maintenance, vous avez vu, il n'y a pas à se compliquer la mise. Si vous faites de l'élevage pur, vous avez décidé d'avoir plusieurs espèces de bêta, que vous voulez en faire la reproduction, il va falloir pas mal d'aquariums. Donc plus c'est simple, mieux c'est. Un aquarium, comme je vous ai présenté tout à l'heure, c'est beau, mais c'est pas du tout pratique à gérer en termes d'élevage. Donc on fait simple, comme je vous ai montré, pas de sol, quelques plantes par-ci par-là,
Et un petit bout de Cerratos, ça c'est très bien parce que ça permet un petit peu de, comment dire, d'absorber tout ce qui est nitrate dans l'eau, nitrate phosphate. Ça flotte, ça permet de, comment dire, de mettre en confiance les poissons. Pas des poissons très farouches, mais bon, ils peuvent stresser pour un oui ou pour un non aussi. Donc on les met en bonne condition. En termes d'aliments, ce sont des poissons à petite bouche et qui ont tendance à être insectivores. Alors on va leur donner des aliments qui sont dédiés. Donc là je vous ai pris ce qu'on vend le plus en fait, hein, donc de la nourriture spécialisée pour bêta. Et aussi par exemple là, bon c'est du Novophil, ce sont des vers de vase rouges lyophilisés, secs, hein. Donc ça c'est en complément, ça marche relativement bien, que ce soit ça ou pour des kilis ou pour d'autres poissons, c'est assez intéressant. Alors j'espère qu'au travers de cette vidéo je vous ai donné un petit peu envie d'avoir ces poissons là. Il faut savoir qu'il y a énormément de variantes, de colorations, de formes de nageoires. Si on prend le temps de bien les observer, ce sont des poissons qui sont vraiment magnifiques. Alors oui, ça vit pas forcément en bac communautaire, d'ailleurs ça vit pas en bac communautaire, ça vit pas en gros volume, on va pas dépasser les 40 litres pour un couple en période de reproduction. Après les poissons sont totalement perdus. Après sur d'autres espèces de bêta qui peuvent être des espèces sauvages et tout ça, ce sont d'autres paramètres de maintenance, d'autres volumes. Je rentre pas dans les détails cette fois-ci, on fera peut-être des vidéos de plus tard, mais pour le Splendens, Splendens pas sauvage, hein, mais de sélection en fait, hein. On reste dans des petits volumes, c'est très simple, c'est très facile à élever. Et il y en a pour 5 ans pour les poissons les plus robustes et pour ceux qui auront réussi à leur donner les meilleures conditions de maintenance. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis comme d'habitude, hein, tous les mercredis et les dimanches ce soir à partir de 18 h pour de nouvelles vidéos.